Je me présente, Bruno Breton, je suis conseiller en prévention à la MSA Berry-Touraine, dont le siège social est à Blois, qui regroupe les départements 36, 37, 41. Mathias a dit que vous veniez un peu d'horizons divers et de départements divers, donc rassurez-vous, la présentation vous intéressera aussi, enfin, j'espère, parce que vous soyez d'un autre département, en ce qui concerne les prestations ou les différents services que je vais vous présenter, ils sont présents dans les autres MSA. Les seules petites différences, je vous l'indiquerai, c'est s'il s'agit des prestations extralégales. Mais là, dans ces cas-là, je vous dirai, mais ça peut vous intéresser aussi, sans souci. Volontairement aussi, avec la FFE, on n'a pas voulu vous présenter les services classiques, prestations familiales que vous connaissez, retraite, maladie, santé, accident de travail, etc. On a préféré privilégier pour vous, dirigeants, mais aussi adhérents, et on a préféré privilégier les services un peu qu'on appelle, nous, dits de proximité, que vous connaissez peut-être moins que les services dits classiques. Le premier, je vais aller vite, le premier, c'est le site que l'on a. Donc, nous, on a un site berry-touraine.msa.fr. Dans les autres départements, vous en avez aussi. Donc, ce site vous permet d'avoir accès un petit peu à tout, en fin de compte, aux brochures, au paiement, si vous avez des paiements de prestations en attente. Si vous voulez déclarer, vous en tant que jeune dirigeant, si vous avez des salariés, déclaration d'embauche, déclaration de salaire, etc. Donc vous avez la possibilité sur le site d'intervenir et puis d'y aller. Donc allez-y au moins pour découvrir ce qui se passe. Dans les autres départements, ça doit exister aussi. Si vous êtes comme moi, vous préférez un peu plus le contact physique, vous avez à disposition donc pour tout ce qui est renseignement pour vos prestations, donc maladie, retraite, tout ce qui est classique, vous avez à votre disposition ce qu'on appelle nous les conseillers en protection sociale. Donc là, vous verrez dans la brochure qu'il y a dans le dossier, normalement, Mathias, il y a une brochure. Vous avez donc selon vos répartitions géographiques, vous pouvez les contacter. Le conseiller en protection sociale, il va vous aider en fin de compte à vous renseigner sur tout ce qui est prestations, mais aussi à vous présenter éventuellement les offres de services qui existent au niveau de la MSA. Donc en général, c'est sur rendez-vous, et donc c'est un moment privilégié parce que là, vous pouvez aborder avec lui tout. La spécificité du régime agricole par rapport au régime général, s'il y en a qui ont déjà été au régime général, c'est notre spécificité, c'est le guichet unique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous êtes du régime général, vous avez un problème de prestation familiale, vous allez à la CAF, vous avez un problème de retraite, vous êtes jeune dirigeant encore, quoi, jeune dirigeant, ça ne veut pas dire forcément jeune non plus, vous allez aller par exemple à la CARSAT, alors que nous, au niveau de la MSA, pour un seul renseignement de diverses prestations, le conseiller en protection sociale va vous aider dans vos démarches. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. En complément du conseiller en protection sociale, ça peut vous intéresser, c'est un peu méconnu et c'est dommage. On a toute la partie action sanitaire et sociale via nos travailleurs sociaux. Cette partie-là, elle est un peu méconnue de nos adhérents et c'est un petit peu dommage. Selon certaines modalités, vous pouvez avoir accès aux travailleurs sociaux. Alors ça fait toujours peur, travailleur social, mais non, pour rapport de ça. On peut avoir des difficultés financières à un moment donné dans sa vie, on peut avoir des difficultés familiales, et donc le travailleur social, il va vous accompagner. Alors il y a des aides, alors faut aller voir, parce que là, suivant les départements, c'est des prestations extralégales, ça peut être différent. Le travailleur social, il va par exemple vous aider, et on peut vous aider financièrement sur des heures de ménage, des heures de linge. Des heures qui vont vous permettre en fin de compte, alors c'est dans quelle situation, par exemple un décès d'un des parents, une hospitalisation, vous jeunes dirigeants, vous pouvez pas, professionnellement ça va vous poser des problèmes, mais familialement ça va vous poser aussi des problèmes dans votre quotidien. Et là, interpeller la MSA, moi je dis qu'il vaut mieux les interpeller ou nous interpeller à avoir un refus de prestation plutôt que de passer à travers un avantage qui peut vous être donné. Naissance multiple aussi, j'ai vu qu'il y avait une majorité de femmes, donc faites des enfants, c'est bien, mais ça veut dire aussi que dans votre vie familiale et professionnelle, ça peut effectivement avoir à un moment donné recours, notamment par exemple les naissances multiples. Dans ces cas-là aussi, on a des prestations qui peuvent vous être accordées. La garde des enfants aussi, le mercredi ou le soir, après l'école aussi, on peut intervenir sur ces aides financières. L'aide aux loisirs et aux vacances aussi, ça c'est très peu connu aussi.
votre enfant, s'il veut partir en vacances, alors avec vous ou dans une structure, on peut vous aider financièrement aussi pour lui permettre de partir. Alors dans une structure ou avec vous, alors en congé. Alors c'est souvent pendant les congés scolaires et le mercredi. Des prêts d'équipements ménagers, mobiliers, des prêts complémentaires à la construction aussi. Tout ça, ça peut éventuellement vous intéresser. Et après, plus généralement, ça va être effectivement, si vous avez des problèmes donc d'ordre social ou financier, n'hésitez pas à contacter le travailleur social de la MSA. Vous avez aussi dans le fascicule, qui est très bien fait, les différents intervenants. Quelque chose peut-être un peu moins drôle ou pour lequel vous avez peut-être été confronté, le contrôle. On a des contrôleurs à la MSA. Alors, je vais présenter deux aspects. L'aspect contrôle, où là c'est le contrôleur qui va venir chez vous alors à l'initiative souvent de la caisse ou en tout cas de l'institution. On va voir des contrôles sur les salariés détachés, etc. Donc là, le contrôleur, il va venir dans votre structure et puis il va vérifier si vos déclarations de salaire sont bien faites, si l'assujettissement est bien fait, etc. Donc cette partie-là, je dirais, c'est institutionnel, etc. Par contre, vous, en tant que jeune dirigeant, vous pouvez aussi solliciter, et ça c'est pareil, c'est pas très connu, vous pouvez solliciter aussi nos contrôleurs. Et là, c'est un service qui peut vous être rendu, alors pour plusieurs raisons. Vous pouvez le solliciter, par exemple, si autour de vous, vous avez un professionnel de l'équitation qui, malheureusement, ou enfin en tout cas, vous estimez qu'il intervient, mais sans être déclaré. Vous voyez les choses au black, etc. Voilà. Et donc là, forcément, c'est de la concurrence déloyale. Et donc là, ça peut vous pénaliser, vous en tant que vos structures. Et ça existe. Voilà. Ça fait 39 ans que je suis à la MSA, donc je commence à avoir un peu d'expérience. Et là, vous pouvez solliciter le contrôleur en disant j'ai un voisin où là j'ai connaissance d'un gars quand même qui fait peut-être pas des choses très légales. Vous ne traiterez pas au téléphone, il va falloir écrire quand même parce que sinon il n'interviendra pas. Vous avez aussi un salarié, si vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, vous pouvez aussi, en cas de suspicion, vous pouvez le faire contrôler pour voir s'il est présent pendant ces heures pendant lesquelles il doit être à son domicile. C'est aussi une obligation qu'il a. Plus généralement, vous pouvez aussi contacter les contrôleurs pour tout ce qui est salariaire. C'est-à-dire, il va vous indiquer les règles, si vous avez le droit, par exemple, à des exonérations de cotisations. Donc, c'est dommage de passer à travers. Si vous avez des travailleurs, ce qu'on appelle détachés, chez nous, en Loir-et-Cher, on en a un certain nombre. Il va vous expliquer aussi quand vous avez un salarié, quand vous embauchez un salarié, quelles sont vos obligations en tant qu'employeur, aussi bien administratives qu'autres. Donc c'est pas mal. Alors souvent on a un peu peur du contrôleur. Moi je dis non, n'ayez pas peur du contrôleur. De toute manière, vous allez bien voir, si la première fois il vient chez vous puis qu'il n'est pas forcément très coopératif, je vous fais confiance, vous avez pu lui demander quoi que ce soit. Donc il n'a pas avantage non plus à être désagréable et à faire. En tout cas, ça fait partie de son boulot. Il peut aussi venir chez vous, c'est moins agréable pour tout ce qui est recouvrement des impayés si jamais vous avez des problèmes financiers. Mais là c'est pareil, s'il est dans une situation comme ça, son rôle aussi c'est de vous aiguiller en disant il y a des travailleurs sociaux qui peuvent vous aider. Vous voyez, donc la boucle est bouclée quand même. Dernier service que je vais vous présenter, c'est le mien, donc je vais finir par celui-là parce qu'on est très attaché à son service. Le service santé sécurité au travail. Alors composé de plusieurs intervenants, le médecin du travail, et là en tant que dirigeant c'est pareil, c'est souvent méconnu, vos salariés, si vous en avez, ils sont soumis à une obligation en tout cas de passer un examen médical. Alors ça s'espace de plus en plus tous les 5 ans malheureusement, sauf s'il y a des traitements phyto, etc. ou des risques graves. Ceci dit, vous pouvez à n'importe quel moment, votre salarié peut à n'importe quel moment solliciter le médecin du travail pour un examen médical en dehors des 5 ans. La problématique qu'on rencontre le plus sur le terrain, c'est les problèmes d'addiction alcool, où là, le dirigeant il est un peu sec. C'est-à-dire que quand j'ai un salarié qui est alcoolisé ou autre, attention. Le président il disait le dirigeant c'est quelqu'un qui fait l'échec.
quelqu'un qui peut aussi aller au tribunal. Donc attention aussi par rapport à ça. Alors, je ne vais pas commencer la matinée à vous faire peur, mais attention. Donc, par rapport à ça, au niveau de la santé et sécurité au travail, vous pouvez déclencher, vous en tant que dirigeant, un examen médical par le médecin du travail pour un de vos salariés. Et chose qui est aussi importante, c'est que vous, en tant que dirigeant, vous n'avez pas d'obligation de passer des examens médicaux. Par contre, à n'importe quel moment, vous pouvez demander au médecin du travail de la MSA de vous examiner ou en tout cas de passer cet examen. C'est gratuit. Et souvent, ça, les dirigeants ou les chefs d'entreprise, c'est méconnu. Donc ça, vous pouvez à n'importe quel moment demander à avoir un médecin du travail. Le médecin du travail, lui, il va servir à quoi ? Eh ben, tout simplement à faire en sorte que le salarié ou vous-même, au niveau de la santé, de la sécurité, vous soyez le plus protégé possible. Maintenant, on a des infirmières aussi, donc dans les autres départements aussi, qui font office un peu de médecin, un petit peu moins d'examen, mais pareil. Quant à nous, je vais finir. Alors nous, on a un rôle, je dirais, par rapport à vous, dirigeants, assez important par rapport, le président disait aussi responsabilité. Oui, en tant que dirigeant, vous avez des responsabilités. Et il y en a, vous avez la responsabilité, alors je ne vais pas vous embêter avec les codes du travail, mais L4121, celui-là, vous devriez le connaître par cœur, c'est que le dirigeant, il a l'obligation de santé et sécurité des travailleurs, aussi bien physiques et psychologiques. Et à ce titre-là, si vous avez des salariés, il y en a beaucoup qui ont des salariés dans l'assistance. Alors salariés, enfin qu'embauchent soit des salariés, soit des occasionnels, soit des stagiaires. Vous savez, les gamins par exemple qui veulent connaître le milieu de l'équitation scolaire. Vous êtes dirigeant avec des salariés? Non, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas filmé, hein, j'irai pas. Ouais, donc il y en a quand même pas mal. Et qui d'entre vous ont déjà fait le document unique d'évaluation des risques? Ou est-ce que c'est un gros mot? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y en a qui l'ont peut-être pas fait. Voilà. Ou il y en a qui. Ouais. Alors faites attention, si au moins vous devez retenir de mon intervention quelque chose, c'est au moins celle-là. C'est un document incontournable, ce document unique d'évaluation des risques. Pour deux choses. Ça vous sert déjà, vous, en tout cas, à indiquer à vos salariés tous les risques liés à ce qu'il va faire. Même s'il peut les connaître, mais aussi les interdictions. C'est-à-dire que s'il a des interdictions, faut lui dire. C'est bientôt fini, ouais, je me dépêche. Et donc, j'ai vu, on a des yeux aussi comme les chevaux, vous savez. Et donc, au niveau du document unique d'évaluation des risques, ça sert aussi aux interdictions de vos salariés. Et c'est un document qu'on va vous demander soit en cas de contrôle par un inspecteur du travail, bon ça, mais c'est surtout en cas d'accident. Et on a malheureusement dans la filière équine des accidents mortels pratiquement tous les ans. Et là, en tant que chef d'entreprise, c'est un document qu'on va vous demander. Et si vous ne le produisez pas, ça peut vous poser des gros problèmes. Dernier point, aide financière. On peut être amené à vous octroyer des aides financières, et ça c'est peu connu aussi. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez un projet en ce qui concerne tout ce qui est prévention des risques. Alors moi dans la filière équine, j'ai par exemple financé tout ce qui peut aider à la pénibilité des salariés, par exemple, ou chef d'entreprise. Hein. Si vous êtes chef d'entreprise sans salariés, on peut vous aider aussi financièrement sur de la mécanisation, etc., pour nettoyer les box. Si vous n'avez pas autre chose qu'une brouette et que vous avez des choses intéressantes, allez-y. Moi, je dis aux gens, demandez, vaut mieux avoir un refus que de passer à travers. Merci pour votre attention. Dernier point, il y a des élections MSA dans toute la France qui vont se dérouler début 2020. Je vous encourage à aller voter parce que ça va être un enjeu important cette année pour la reconnaissance de la MSA. Merci bien. Merci beaucoup Bruno Breton, représentant la MSA. On enchaîne avec une double intervention, Monsieur Patrice Schall et Gilles Leroux. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc je suis Gilles Leroux, donc moi je suis agriculteur à 1h30 d'ici, entre Blois et Tours pour ceux qui connaissent la région. Je suis en Vallée de la Loire. Je suis associé avec mon frère, on est dans une structure juridique qui s'appelle le GAEC, un groupement d'agriculteurs en commun, pardon. Et donc nous avons une exploitation sur plusieurs pôles. Donc nous avons une activité vache laitière, une centaine d'animaux, une activité céréalière de 250 hectares et une activité asperges vertes, 4 hectares, et puis une activité plus petite, mais de cornichons, le cornichon français. Donc on a une salariée
à plein temps qui s'occupe uniquement de l'élevage. Donc aujourd'hui, moi je suis membre élu aux dernières élections Chambre d'agriculture. Donc je suis aussi président de l'AS Centre-Loire, le centre de comptabilité du département. Donc Patrice est le directeur, vous en dira un mot tout à l'heure. Et donc ma mission à la Chambre d'agriculture, donc moi je m'occupe principalement de l'activité saisonnière. Alors, on est un département très diversifié. On a un secteur par ici, Sologne, plutôt même Sologne viticole. On a beaucoup de maraîchage, de viticulture. Donc on emploie énormément de saisonniers. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette mission. Donc une chambre d'agriculture, c'est un ensemble d'élus agriculteurs qui émanent souvent de syndicats. Donc la liste majoritaire cette année, ça a été pour la 1e fois le syndicat FDSEA, qui revient de la FNSEA. Donc on est régionalisé. Donc nous avons été élus en début d'année et donc on a un président, des membres de bureau et bien sûr des membres. Alors on dit chambre d'agriculture, mais l'image c'est plutôt un hôtel d'agriculture. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans cet établissement, on a plusieurs chambres. Vous pouvez aller voir la chambre où on va vous parler d'agronomie, la chambre où on va vous parler d'élevage équin, d'élevage de chèvres, d'élevage de vaches, d'abeilles. Enfin, on a toujours... quel que soit le modèle agricole, on a toujours une réponse à apporter. Alors, elle ne sera pas forcément dans le département, mais elle sera au moins dans la région. Voilà. On a la chance, je vous disais tout à l'heure, que dans le département de Loire-et-Cher, je pense qu'il y a très peu d'activités qui n'existent pas. Alors entre l'élevage, le maraîchage, la viticulture, il y en a très peu. Je crois que peut-être que l'élevage de pingouins n'existe pas, mais il y en a très peu qui n'existent pas. Donc nous, nos missions, c'est de la proximité de vous, éleveurs, et puis de chefs d'entreprise. Lorsqu'on rentre chez nous, il faut une réponse, quoi. Donc on m'a demandé aussi d'intervenir par rapport au dossier installation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça. Donc dossier installation, toute étude pour une installation, quel que soit le secteur agricole, est gratuite. Donc vous rentrez à la chambre, on va vous orienter là où votre activité a du sens. Donc, à la suite de ça, vous allez monter un projet. Ce projet sera financé par des aides. Alors, les aides, ça varie dans le Loir-et-Cher entre 25 000 et 40 000 euros. 25 000, c'est dans les zones favorisées et 40 000, c'est les zones défavorisées. Les zones défavorisées, c'est surtout Sologne, Sud-Loire, une petite partie Nord-Loire dans le Perche, pour ceux qui connaissent la région, puis une petite partie dans la Gâtinais. Donc on établit un dossier qui passe en commission, et puis selon les critères, une DJA, une dotation d'agriculteur, vous sera attribuée. Alors cette dotation équestre est assez particulière, parce que les DJA normales, 80% viennent de l'Europe. Alors qu'en centre équestre, tout vient de l'État français, les 100%. Donc ne seront retenus que les dossiers qui ont une notion agricole. Il a été refusé, par exemple, un dossier, enfin, il n'a encore pas refusé, mais c'est un peu litigieux. C'était une dame qui montait une société équestre, mais pour faire du tourisme, pour faire de la balade en ville. Donc ça, le côté agricole dans ce projet est assez limité. Donc il n'y aura pas d'aide sûrement au niveau de l'agriculture, mais peut-être qu'au niveau du tourisme, il peut y avoir des aides, je ne sais pas. Voilà, donc la dotation entre 25 000 et 40 000 euros. Peu d'installations en centre équestre dans nos régions. Donc entre le Loiret et puis le Loir-et-Cher, s'il y a 2 ou 3 installations par an aidées, je dis bien aidées, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres installations. Donc c'est très peu, mais bon, ça existe. Voilà pour la partie chambre d'agriculture, je ne vais pas m'éterniser. Voilà, merci.
Donc moi je me présente, d'abord je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir été invité. Je connais un peu les lieux puisque on a fait notre congrès, on a co-organisé le congrès l'an dernier à la même époque avec le GHN, AS Centre-Loire et le réseau accompagnement stratégie dont je vais vous parler. Et on revient dans 15 jours. Parce que ça a plu à tout le monde, donc tout le monde veut revenir à la motte. Donc vous voyez, donc c'est des gens qui viennent de toute la France. Moi, Patrice Schall, je suis directeur délégué d'AS Centre-Loire et d'AS Cefiga 37. Donc Cefiga 37, c'est en Indre-et-Loire, et donc AS Centre-Loire, c'est Loir-et-Cher et Loiret, donc sur la vallée de la Loire. Donc qu'est-ce que c'est que AS Centre-Loire ou AS Cefiga 37? Ce sont des associations de gestion et de comptabilité, c'est-à-dire on est inscrit à l'ordre des experts comptables et on établit les comptes annuels des entreprises du monde agricole. Donc on est, nous, les spécialistes du monde agricole. On est même, à mon avis, le réseau le plus proche du monde agricole. Donc on a, on va dire, plus de 95% de nos adhérents qui sont du monde agricole. Voilà, c'est une particularité assez forte. On a évidemment des dossiers, des centres équestres, mais en partenariat avec le GHN, donc je pense que Laetitia va y revenir tout à l'heure, puisqu'il y a un service comptable au GHN et nous, en fait, on valide les comptes avec nos experts comptables. Donc le réseau accompagnement stratégie, c'est un réseau national qui est présent dans environ 40 départements en France, beaucoup dans le nord, dans l'est de la France, le bassin parisien et l'ouest de la France. Il est assez peu présent. Si on prend une ligne Lyon-Bordeaux, il est assez peu présent au sud. Voilà, c'est historique. Donc c'est un réseau qui est proche du réseau syndical FNSEA, qui ont été créés ensemble, on va dire. Nos AGC, donc au-delà de la comptabilité, accompagnent les chefs d'entreprise dans un certain nombre de domaines, donc conseil patrimoine, conseil protection sociale, il y a aussi du juridique, du fiscal, puisqu'on optimise les comptes. Mais sur votre activité à vous, j'insiste, on est vraiment en lien avec le GHN, donc c'est un partenariat assez étroit, et donc on est tout à fait complémentaires sans se marcher sur les pieds, on va dire. Le réseau accompagnement stratégique, ce que je peux vous en dire également, c'est qu'il est... il est assez moteur sur tout ce qui est conseil, donc conseil accompagnement global de l'entreprise, conseil stratégique, conseil économique. Ça, c'est important. Peut-être deux particularités de nos prestations qui peuvent vous intéresser. La première, c'est la prestation conseil patrimonial qu'on va chercher à développer pour vous. Donc ça, c'est important parce que quand on s'installe, il faut prendre en compte notamment la propriété des biens et son régime matrimonial. Nous, on intervient beaucoup auprès des chambres d'agriculture sur ce sujet. Il faut vraiment faire attention parce que malheureusement, on voit des divorces, on voit de ce genre de choses qui mettent en péril des entreprises parce qu'on n'a pas choisi le bon régime à l'origine ou parce qu'on n'a pas acheté avec le bon habillage juridique. Donc ça, c'est important à souligner. On conseille également beaucoup sur la protection sociale, c'est-à-dire est-ce qu'on est garanti en cas de maladie, en cas d'accident, quelle est ma couverture, donc en lien avec les services de la MSA, bien sûr, mais après on propose des garanties complémentaires et on travaille aussi en partenariat avec un autre réseau, en l'occurrence la Mondiale. Donc voilà, on est vraiment dans un accompagnement très très global de l'entreprise. Peut-être un mot aussi, alors je déborde peut-être un peu de l'AGC, mais on avait convenu que j'en parlais un petit peu, c'était tout ce qui était environnement sur le foncier. Alors je pense que vous avez des notions parce que vous êtes installés, tout ce qui est SAFER, tout ce qui est contrôle des structures. Donc contrôle des structures, c'est un schéma, il y a des schémas régionaux, mais c'est en fait une réglementation qui vous impose, en cas d'agrandissement notamment, de demander une autorisation administrative. Donc on ne s'agrandit pas comme on veut. Bon, certains ont peut-être été confrontés à ça. Et puis la SAFER, c'est un organisme qui intervient pour la gestion du foncier et qui dispose de ce qu'on appelle un droit de préemption. Donc le droit de préemption, ça fait très très peur. En pratique, il est très peu utilisé. Si on regarde les statistiques, il est utilisé dans moins d'1% des transactions. Alors je voulais quand même en parler parce que utilisé dans moins d'1% des transactions et sur le terrain, alors ça varie sûrement selon les régions, moi je parle de ce que je connais, le centre Val-de-Loire, malheureusement de temps en temps il y a un peu une pression en disant vous devez passer par la SAFER pour acheter des terres parce que sinon il y aura le droit de préemption qui va être exercé, vous n'aurez pas les terres.
Donc ça, statistiquement, c'est pas vrai. Et en plus, la SAFER a une mission d'intérêt général. Pour préempter, elle doit avoir des motifs. On ne peut pas préempter comme ça librement, sans justification. Donc on préempte, par exemple, parce qu'il y a un projet d'installation derrière. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention. Soyez vigilants. Vous n'êtes pas obligés, dans un certain nombre de cas, de passer par la SAFER. Si vous êtes en accord avec le propriétaire, voilà, vous êtes d'accord, vous allez chez le notaire, la SAFER n'a pas l'obligation d'intervenir. Voilà ce que je peux dire pour une présentation un peu générale. Peut-être Gilles a dit qu'il était président de l'AGC, d'AS Centre-Loire. Donc AS Centre-Loire, c'est une association avec un conseil d'administration, composé en l'occurrence pour AS Centre-Loire, de 15 administrateurs, donc qui prend en compte les préoccupations du terrain et de ses adhérents pour répondre au plus près à leurs attentes. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Si vous avez merci messieurs. Une nouvelle prise de parole avec Laetitia Ardouin du GHN, directrice de GHN. Bonjour à tous. Donc le GHN, c'est le groupement professionnel des dirigeants de centres équestres. C'est la seule organisation habilitée à vous représenter en tant qu'employeur dans le cadre du dialogue social et de la négociation de la convention collective. Et donc souvent le premier contact que vous avez avec le GHN, c'est souvent lié à un besoin ou une recherche d'information ou un service individuel. Parce qu'en effet, donc le GHN, on peut vous accompagner du coup quand vous êtes porteur de projet sur toute votre phase de préparation et de votre installation, vous aiguiller sur les démarches à effectuer, auprès de qui il faut vous adresser, vous aider à choisir le statut juridique adapté à votre projet, le régime fiscal, etc. Et ensuite, on vous accompagne aussi dans la gestion de votre établissement une fois que vous êtes installé. Le rôle du GHN, c'est vraiment de pouvoir vous aider au quotidien dans votre fonction de chef d'entreprise. Et on essaye du coup de vous digérer un peu toute la réglementation qui s'applique à vos activités, que ça soit sur en lien avec vos salariés, la gestion de vos salariés, la fiscalité, les problématiques d'accès au foncier, de location d'infrastructures, la relation avec les clients. On essaye de vous informer sur vos obligations, de vous fournir l'ensemble des modèles dont vous avez besoin pour sécuriser aussi le fonctionnement de votre entreprise. Et on développe aussi certains services, du coup comme le service salaire qui vous permet d'externaliser la paye de vos salariés. Et ensuite, on a développé un service comptabilité du coup en partenariat avec l'AS Centre-Loire qui vous permet du coup d'avoir un service dédié et spécialisé sur les problématiques des activités équestres parce que voilà le traitement comptable des comptes FFE ou des équidés, il y a quelques particularités qu'il est important de connaître et de prendre en compte. Les services du GHN sont réservés aux membres du GHN et donc ça passe par une adhésion auprès du GHN. Mais adhérer au GHN, c'est pas uniquement rechercher un besoin individuel de service ou d'information, c'est aussi afficher la volonté de vouloir se fédérer au sein de son groupement professionnel, de son organisation professionnelle, parce que le fait de pouvoir centraliser au sein du GHN les problématiques que l'on peut rencontrer sur le terrain, que vous rencontrez au quotidien sur le terrain, ça permet au GHN de pouvoir défendre la profession, de défendre vos acquis et de pouvoir échanger avec les ministères ou la Caisse centrale, le MSA, sur des demandes de précision qui servent après à l'ensemble de la profession. Donc c'est cette légitimité qui est donnée au GHN grâce aux adhésions des dirigeants qui nous permet au quotidien d'œuvrer pour améliorer votre quotidien. Le fait majeur sur 2019, ça a été notamment la confirmation que les chauffeurs des centres équestres étaient bien dispensés de FIMO. Ça, c'est un combat qui a été mené en partie par le GHN et qui a duré plus de 3 ans. C'est du coup des actions menées par le GHN pour l'ensemble de la profession. Au niveau du GHN, on n'a pas de subvention de fonctionnement, donc c'est vraiment l'ensemble des adhésions de chaque dirigeant qui va faire la démarche de se rapprocher, de se fédérer au sein du GHN, qui va nous donner les moyens de mener des actions collectives pour la filière.
Ces missions aussi, et cette légitimité au niveau du GHN, ça nous permet de mettre en œuvre aussi des actions structurantes pour la profession. Et c'est notamment cette année le cas avec le projet Val-Fumier en partenariat avec l'IFCE. L'objectif, c'est de réactualiser toutes les données sur le fumier qui avaient été mis en place à l'époque par la FIVAL, donc maintenant qu'on a un certain nombre d'années, de réactualiser toutes ces données-là et de pouvoir identifier les débouchés en région avec tous les projets de méthaniseurs aussi qui émergent, d'essayer de trouver des solutions sur cette problématique aussi, par exemple, du fumier, pour voir comment même on pourrait essayer de valoriser ce déchet. Les actions du GHN, ça va être aussi de pouvoir mettre en place des partenariats, de s'appuyer sur des réseaux pour pouvoir vous apporter un service plus global ou un service de proximité, du coup en s'appuyant sur un réseau qui peut être situé du coup sur l'ensemble du territoire. Donc sur les partenariats, on a notamment le partenariat avec la Fédération nationale accompagnement stratégie, donc qui permet de proposer une tenue de comptabilité aux dirigeants de centres équestres en tenant compte des particularités de la profession. Le rôle du GHN aussi dans le cadre de ce partenariat-là, c'est aussi de former les collaborateurs de l'ensemble du réseau national pour que les dirigeants qui souhaitent plutôt avoir un service comptable de proximité à côté de chez eux puissent du coup s'adresser à un cabinet comptable qui travaille en relation avec le GHN et qui est formé par le GHN sur notamment tous les points fiscaux liés à vos activités. Ça nous permet aussi de mettre en place d'autres partenariats et de vous proposer aussi des outils adaptés à vos activités. C'est notamment le cas avec les logiciels de facturation, les logiciels de gestion, où on s'attache aussi à pouvoir travailler en proximité avec les éditeurs de logiciels, pour que, par exemple, sur les obligations de facturation, de répartition de taux de TVA, etc., les différents taux de TVA applicables à vos activités, que ces personnes-là soient aussi informées de la réglementation qui s'applique à vos activités. Le dernier projet qu'on a en date et qui sera disponible pour les dirigeants en 2020, c'est le partenariat sur le document unique et le registre d'évaluation des risques. Jusqu'à présent, on vous proposait une version papier du registre d'évaluation des risques, sachant que c'est un document que vous devez faire vivre et du coup d'actualiser. Faire vivre le papier, c'est toujours délicat. Donc là, on sera en mesure de pouvoir vous proposer une version informatique dématérialisée de ce registre d'évaluation des risques. Donc là, c'est en partenariat avec la FNSEA où on a pu faire adapter leur outil du coup sur les particularités liées à nos activités, et ce qui nous permet du coup de vous proposer à partir de 2020 cet outil. Donc voilà, souvent on se rapproche du GHN sur une demande ou un besoin individuel. Pensez bien que cette action et le fait d'adhérer au GHN, ça permet aussi de pouvoir mener des actions structurantes, de mettre en place des partenariats, de développer des projets qui vont in fine intéresser votre entreprise. Merci beaucoup Laetitia Ardouin, directrice du GHN. Notez bien vos questions au fur et à mesure. Dernier temps de parole avec Florence Méa de l'IFCE. Et juste après, on vous donnera la parole pour toutes les questions que vous voulez. Bonjour à tous. Grand merci à la Fédération française d'équitation et à son président Serge Lecomte de m'avoir invité à prendre la parole ici. Vous êtes tous des sportifs passionnés et vous vous êtes lancés dans la grande aventure de l'entreprise. En discutant depuis fort longtemps avec plusieurs d'entre vous, j'ai retenu que vos préoccupations quotidiennes tournent, comme l'a dit Olivier, autour de 3 sujets. J'ai l'impression que vous avez 3 types de besoins. Vous êtes soucieux de vos chevaux, vous voulez savoir comment les choisir au mieux, comment les acheter, combien les payer, comment les nourrir, comment les héberger, notamment pour garantir leur bien-être et leur longévité. Vous êtes préoccupé par vos clients, qu'ils soient vos cavaliers, leurs parents, comment répondre à leurs attentes, comment faire évoluer votre enseignement.
Et enfin, en tant que chef d'entreprise, votre réalité quotidienne, on l'a bien compris au travers des autres interventions, votre stress quotidien, ce sont vos salariés, leur recrutement, leur encadrement, et votre entreprise, son équilibre économique et son avenir. Et comme l'a dit Olivier dans l'introduction, vous projetez ces 3 questions sur une échelle de temps différente, depuis le très court terme, c'est-à-dire au quotidien, au moyen terme, pour prévoir et choisir les évolutions de l'année à venir, et enfin à plus long terme pour éclairer vos évolutions sur les 10 années prochaines. Tout ça vous demande au quotidien courage et énergie. Si on est bien d'accord sur cette situation, si j'ai bien compris vos attentes, alors je vous encourage à vous appuyer sur l'IFCE dans toutes ses dimensions. L'IFCE peut vous apporter des solutions, un soutien et des éclairages. Et je vais vous expliquer comment. Je vais commencer par une phrase qui va vous sembler totalement discordante avec ce que je viens de dire. L'IFCE est l'opérateur des ministères des Sports et de l'Agriculture, créé en 2010 pour contribuer au développement des activités de la filière équine. Alors voilà une phrase, une bien belle phrase, mais dans votre quotidien, comment l'action de l'IFCE se traduit-elle ? Revenons à vos 3 sujets. Le premier, les chevaux. Quand vous achetez un cheval, vous avez besoin d'une identification fiable. À travers le CIR et son partenariat avec l'INRA, l'IFCE vous donne sur la page Info Chevaux, que vous connaissez sans doute, accès à la généalogie, aux indices de performance et aux indices génétiques de vos chevaux. Ces informations vous permettent d'améliorer objectivement l'évaluation de vos chevaux. Vous le savez déjà, quand vous achetez un cheval, je ne peux que vous inciter à mettre à jour les informations administratives de vos chevaux sur CIR. D'abord, c'est la loi, et la loi est aussi faite pour vous protéger et pour protéger les autres sur la propriété de vos chevaux pour des raisons d'assurance et de traçabilité sanitaire. Alors, pour parler de traçabilité sanitaire, en tant que détenteur d'équidés, vous pouvez avoir aussi la visite de contrôleurs. Décidément, tout le monde parle de contrôleurs. Les contrôles sont indispensables pour vous inciter au respect des obligations réglementaires. Mais ces contrôleurs sont également là pour vous accompagner dans vos démarches et vous informer. L'intérêt de ces contrôles et divers enregistrements administratifs est également un intérêt collectif. Les équidés, par rapport aux autres animaux de rente, sont des animaux à longue durée de vie et très mobiles, avec l'ensemble des compétitions qu'ils peuvent réaliser. Et les éventuelles épidémies peuvent avoir des conséquences très importantes et surtout très négatives, financières, pouvant aller jusqu'au blocage de l'activité. Donc face à la contagion, être en règle chez soi, c'est aussi bénéfique pour les autres et pour l'économie de la filière. Également à votre disposition, des formations autour du sujet chevaux, comme prévention et soins de première urgence, ou bien se dépanner en attendant le maréchal Ferrand. Les outils Wikipédia, donc à la fois les fiches, les webconférences et les ouvrages qui portent sur les aspects connaissance du cheval, santé, sanitaire, alimentation. Alors je me suis transformée en mini-libraire, j'ai apporté donc l'alimentation du cheval édité avec l'INRA, vendre ou acheter un cheval, et bien dans son corps et bien dans sa tête, qu'est-ce que le bien-être du cheval ? On les posera sur la table à côté, vous pourrez les consulter et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Depuis le lancement de la nouvelle version d'Wikipédia en mars 2019, c'est près d'1 million de pages qui ont été consultées. Inscrivez-vous également, je vous y incite, à la lettre d'information technique qui s'intitule « Avoir à cheval ». Alors ce terme fait assez grand public, effectivement ça s'adresse aussi au grand public, mais avoir un cheval ça peut aussi être avoir plusieurs chevaux, et vous y trouverez des sujets qui vont du débourrage au projet de construction d'un manège en passant par des informations techniques, santé, bien-être, etc. Sur le sujet des cavaliers, quand vous pensez à vos cavaliers, ce sont des questions sur votre pédagogie, leurs attentes, comment évoluer, comment vous perfectionner. Alors certains sont venus se former professionnellement à Saumur. Et pour les questions quotidiennes, à nouveau, je vous renvoie vers Wikipédia et vers ses fiches, vers nos ouvrages également. Alors vous trouverez, voilà, je vais justement le prendre à mon interlocuteur, un
un outil que je trouve vraiment bien, qui s'intitule Une question, nous avons la réponse dans l'un de nos outils. On en a disposé sur les tables, vous pouvez vous servir. Quand il n'y en aura plus, j'en ai encore dans le coffre. Franchement, ça c'est un truc super pratique. C'est rangé par thématique et il y a l'ensemble de nos productions qui sont vraiment à votre destination. Nous avons également toute une série d'ouvrages que j'ai disposés là. L'entraînement sportif en dressage, l'entraînement du couple cavalier de sport cheval en concours complet, un ouvrage sur la médiation équine, un premier ouvrage sur le transfert d'apprentissage avec un autre sport en commençant par le judo. Qui vient de sortir, qui a été édité l'année dernière. Sur le plus long terme, la question de la fidélisation de vos clients, qu'a évoqué Mathias dans son introduction, nous a également préoccupés. C'est par sa mission de recherche et de développement que l'IFCE a abordé cette question et un programme de travail en sociologie a été conduit sur ce sujet. Les résultats sont disponibles, je n'ai pas assez de temps pour vous les livrer, je vais juste vous donner quelques exemples de résultats. Cette étude montre notamment que les cavaliers arrivent au centre équestre par amour du cheval et qu'ils restent fidèles au centre équestre par la personnalité de l'enseignant. Donc ça vous remet un peu plus de poids sur vos épaules, mais c'est mieux de le savoir. Il souhaite également un accès plus souple que la traditionnelle reprise du mardi soir à 19h, avec la concurrence des autres sports, les salles de sport, des abonnements, etc. Enfin, il souhaite un accès assoupli. Donc je vous invite à regarder les résultats de cette étude en détail. Ce programme s'appelle Fidèle équestre. Toujours sur le long terme, une thèse CIFRE cofinancée par la Fédération française d'équitation débute à l'IFCE sur l'étude du comportement des pratiquants hors structure. L'objectif de ce travail, c'est de mieux connaître leurs attentes et leurs pratiques, évidemment, pour leur proposer des prestations adaptées. Concernant votre entreprise, pour faciliter vos recrutements de salariés, la plateforme Equiresources est à votre disposition. Tout à l'heure, ça fera également l'objet d'une présentation spécifique. Vous créez un compte employeur sur le site equiresources.fr et vous disposez d'un service personnalisé et gratuit grâce aux conseillers qui vous présélectionnent des candidats. Bientôt, une plateforme similaire de mise en relation avec des prestataires de services verra également le jour. Pour vous repérer dans les tarifs de pension, les prix des terres agricoles, le coût d'entretien d'un cheval, à nouveau, je vous renvoie vers les fiches Wikipédia, la rubrique références technico-économiques. Une étude d'impact des manifestations sportives, impact économique, impact social, impact environnemental, a été récemment terminée et conduite en utilisant comme support le concours du Mondial du Lion. Et une application est en cours de fabrication pour permettre de mettre à votre disposition un outil simple, pour ceux d'entre vous qui organisent des compétitions, un outil simple d'auto-évaluation des 3 impacts de ces manifestations. Enfin, je vous incite à venir au colloque que l'IFCE organise. Vous pourrez ainsi échanger avec des collègues, avec des chercheurs, avec des agents de développement. Une journée sport sur la préparation mentale et la performance a lieu à Saumur le 27 janvier prochain. Les journées scientifiques de l'innovation équine, qui sont réellement un rassemblement de personnes, comme je viens de vous le décrire. Ce n'est pas qu'un truc de chercheurs, il y a aussi des gens de terrain qui sont là, et donc qui posent des questions de gens de terrain. Les 28 et 29 mai prochains à Saumur, le prochain meeting médiation qui doit avoir lieu en septembre 2020 également à Pompadour. En plus de tous ces documents, papier, internet, etc., vous avez à votre service, dans chaque territoire, un délégué territorial qui est chargé à la fois d'être votre contact, d'être aussi au contact de tous les représentants de la filière cheval. Il est chargé de vous mettre à disposition les ressources de l'établissement et chargé aussi de faire remonter, de nous faire reparler de vos attentes et de vos besoins. Je vais finir sur le bénéfice collectif, décidément c'est le maître mot, à utiliser les services de l'IFCE.
Il y a encore des axes de progrès dans l'accès aux services de l'IFCE. J'ai, comme vous, cherché des informations sur le site internet sans toujours les trouver. Mais bon, le site évolue, il me semble quand même que ça s'améliore. Et c'est en privilégiant ce type de rencontres qu'on peut mieux se comprendre et construire ensemble de nouvelles choses. Dans cette filière aujourd'hui, là je sors un peu seulement du centre équestre, coexistent des gens qui ne parlent pas le même langage, des chercheurs, des formateurs, des cavaliers, des écuyers, des sportifs de haut niveau, des ministères de tutelle. Ils ont tous des vies différentes et l'IFCE, son job, c'est vraiment d'être polyglotte pour contribuer à donner du sens et à montrer l'intérêt collectif de l'ensemble de cette filière. Et vous êtes les acteurs de la construction de ce projet collectif. Une filière plus unie pour négocier plus efficacement les questions de TVA, de PAC. Une filière plus unie pour faire en sorte que les belles histoires du cheval médiateur ou du cheval auxiliaire de thérapie passent justement du niveau de belles histoires individuelles à un niveau plus solide de reconnaissance collective d'un bénéfice commun au service de la société. Et ce ne sont que des exemples. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de collectif, et là c'est un temps collectif qui vous appartient. Interactivité, convivialité, c'est le moment pour poser des questions. On lève la petite main qui est là, et là, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Le plus dur, c'est de commencer. C'est pour la première, après on donne l'impulsion, et profitez de ces structures qui sont devant vous, qui peuvent, comme je disais, parfois paraître éloignées de votre quotidien dans les centres. Là, ils sont là pour répondre à vos questions, et je répète, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc allez-y, peut-être que certains veulent commencer. Qui lance la première question ? Allez, sinon c'est moi qui le fais, attention. Bonjour, donc Gomez Alexandre, j'ai un centre hippique depuis 1 an, région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'avais une question pour le GHN. J'ai donc un expert comptable qui lui a l'accès qui est refusé puisqu'il n'est pas adhérent, mais moi je suis adhérent par contre. Donc quand il y a des petits couacs, il aimerait être informé, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, en principe, si vous êtes membre du GHN et que votre comptable appelle au GHN pour votre dossier, on lui répond. L'objectif, quoi, le rôle du GHN, c'est vraiment d'aider les dirigeants et nos adhérents. Donc, si on peut aussi informer et renseigner votre comptable, on le fait. Alors, si jamais ça n'a pas été le cas, dites-lui de rappeler. Mais en tout cas, on l'informera. Merci pour cette première question. Candidat ou candidate suivant ? Levez le doigt, n'hésitez pas. Moi j'ai une question pour Bruno Breton. Pour la MSA, une petite question. J'imagine que si j'étais dirigeant d'un centre équestre, quelle démarche effectuer pour demander au service prévention une formation ? Et cette formation est-elle payante ? Je me relève, c'est dur d'être assis tout le temps. Oui, alors une simple démarche. Vous appelez le service. Alors ceux qui sont dans le Loir-et-Cher, vous avez dans le petit fascicule les références de mon collègue et de moi-même. Vous nous appelez directement et à ce moment-là, on va regarder alors vos besoins de formation. On peut faire des formations. Alors la formation est gratuite. Nos interventions sont gratuites. La formation, on est apte à former dans vos entreprises tout ce qui est sauveteur secouriste du travail. Donc à la fois pour vous et pour vos salariés. Donc on vous forme au même titre, on est agréé INRS, donc au même titre que les pompiers, la Croix-Rouge, etc. Donc on va former vos salariés, vous former aussi. On est depuis 2 ans, puisque on avait fait une pression, parce que moi je travaille un petit peu quand même avec la FFE, et donc j'avais impulsé au niveau national, on a un plan santé-sécurité au travail, et donc la filière équine, depuis 2 ans, elle est intégrée dans notre plan santé-sécurité au travail au niveau national, donc là que vous veniez dans n'importe quelle région. Et donc on a mis en place... depuis 2 ans, donc moi j'en ai organisé 2 dans le nord du département. Donc s'il y a des centres équestres du sud du département, je suis preneur aussi, parce que j'aimerais bien aller au sud aussi. On organise en fin de compte une formation, alors avec Pierre Blin,
ceux qui connaissent, sur tout ce qui est approche de l'animal. Donc à la fois une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, c'est tout ce qui est accidentologie, approche de l'animal, le sens et les sens, etc. Et l'après-midi, avec les professionnels, on apprend tout ce qui est l'approche de l'animal. Et là, le professionnel, avec Pierre, travaille avec le cheval. En général, la première formation, c'est avec les chevaux du centre équestre qui nous accueille. Il nous faut un manège pour que s'il pleut, on puisse faire la formation. Et ensuite, j'aimerais bien, moi, en deuxième année, pour ceux qui sont intéressés, c'est que les gens viennent avec leurs propres chevaux. Donc voilà. Et puis après, et tout ce qui est études de poste aussi, on intervient. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc directement, ou soit pour les autres départements, vous appelez la MSA et vous demandez le service prévention des risques. Merci. Je profite que vous ayez le micro. J'enchaîne. Deuxième question que j'avais préparée, leurs questions juste derrière. Je sais que la MSA accorde des aides financières. Sont-elles soumises à conditions de ressources ? Alors, aide financière, tout ce qui est extra-légal dont je vous parlais tout à l'heure avec les travailleurs sociaux, oui, elles sont sous conditions de ressources pour la plupart. Donc c'est ce que je disais dans mon intervention. Posez la question, soumettez vos problèmes ou vos demandes, il vaut mieux avoir un refus que de passer à travers. Ensuite, pour tout ce qui est aide financière, prévention des risques, dont je vous parlais, sur à la fois soit aux dirigeants directement, soit ceux qui ont aussi des salariés, il n'y a pas de conditions de ressources, il y a juste des conditions de prévention des risques. Donc on va intervenir sur des matériels. Je suis intervenu aussi sur une implantation de bâtiments, peut-être une autre dans le sud du département avec un bâtiment qui va être créé, donc n'hésitez pas par rapport à ça. Moi j'ai toujours, il y a le travail, ça reste entre nous, là, je tourne ma casquette, il y a le travail réel et le travail prescrit, et on sait que dans nos métiers, des fois, donc tout en restant dans la législation, faut aussi être pratico-pratique, donc n'hésitez pas. Alors là, attention, c'est pas des aides de 20 000 ou 25 000 euros, 45 000 euros. On a des aides qui vont jusqu'à 3 000 euros, mais c'est une aide, donc il n'y a pas de prêt ni rien. Donc passez pas à travers si jamais vous pouvez en bénéficier. Merci. Question que vous pourriez poser à ces représentants de ressources institutionnelles ? Oui, Jean-Marie Laurent, jeune dirigeant d'une jeune structure qui est le comité départemental d'équitation du Puy-de-Dôme. Question pour la MSA. Il y a une vague de contrôle de l'inspection du travail agricole et de la MSA actuellement sur notre département, avec leur sujet d'inquiétude, c'est le registre de prévention des risques et la sécurité des salariés dans les entreprises, qui va même jusqu'à comment on contrôle finalement la formation de nos salariés dans les entreprises. Et un deuxième sujet, c'est le recours aux auto-entrepreneurs qui a tendance quand même à se développer de manière, on va dire, plus ou moins anarchique, et avec une position finalement de la MSA qui n'est pas très très claire sur le sujet. Alors, sur l'auto-entrepreneuriat, etc., après, c'est les contrôles, comme je disais tout à l'heure lors de mon intervention, il y a deux sortes de contrôles. Les contrôles institutionnels, donc là, vous êtes en Auvergne ? Non, c'est ça. Donc là, ça doit être certainement une politique de caisse qui, à un moment donné, ont décidé, alors avec l'inspection du travail, normalement, ouais, c'est ça. Donc c'est une politique de caisse. En fin de compte, ils ont dit, on va contrôler ce secteur d'activité. Alors soit parce qu'au niveau national, ils ont des alertes par rapport à certaines professions ou certaines dérives, voilà. Ou alors, comme la filière équine, elle est sur notre plan maintenant institutionnel, ça peut être aussi cette activité-là. Après, moi, je ne peux pas répondre pour l'Auvergne, mais en tout cas, ce que vous me décrivez, c'est certainement institutionnel. Après, le document unique d'évaluation des risques. Donc là, alors ça, c'est un sujet hyper important. Donc, j'espère que quand ils contrôlent, c'est un contrôle intelligent, entre guillemets. Bon, c'est bien, voilà. Oh, bon.
Voilà. Alors c'est bien parce qu'on insiste. Alors après, ça dépend du conseiller, ça dépend du contrôleur hein, dans toutes les professions. Mais notre rôle quand même, c'est le conseil. Moi, les entreprises que je suis, je les conseille et je suis pas contrôleur et je les accompagne. C'est-à-dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez être accompagné par le service prévention, par un conseiller en prévention comme moi, pour vous aider dans la rédaction du document unique d'évaluation des risques. C'est un dossier, c'est quelque chose qui est très important. Donc on a dans votre dossier d'ailleurs on a travaillé avec la filière Equine, avec l'inspection du travail. Vous avez dans votre dossier une aide à l'élaboration du document unique. Bon, je vois que le GHN a aussi quelque chose. C'est là qu'on ferait qu'on travaille ensemble, ça serait bien. On parle de président, il a dit le collectif. On est très attaché à ça et c'est vrai que on a une richesse tous ensemble, individuellement. Et si on pouvait travailler justement sur le document unique, parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, tout le monde travaille sur le document unique. Le conseiller en prévention, le GHN, le comptable. Et des fois, il y a des choses qui sont plus ou moins complètes. Donc, en tout cas, c'est un dossier qui est super important. Donc, travaillez dessus et le conseiller en prévention peut vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Merci. Je crois qu'il y avait une question au fond. Plusieurs. Hop, allez-y. Bonjour, toujours monsieur de la MSA. Quelqu'un qui... Quel succès, MSA hein? Quelqu'un qui rencontre des difficultés économiques et qui se fait... Je suis là. Quelqu'un qui rencontre des difficultés économiques et qui se fait aider par un coaching professionnel, est-ce que ça peut être pris en charge par la MSA? Vous êtes du département ou pas? Non. Dommage. Enfin non, pas dommage. Hein. Alors, si vous étiez du département, moi je vous réponds que oui, dans le cadre du plan SST, enfin du plan santé sécurité au travail, au niveau de la prévention des risques, il y a la partie qualité de vie au travail, risque psychosocial qui est intégrée dedans. Donc moi je dirais que si j'ai un chef d'entreprise ou un jeune dirigeant qui m'interpelle sur à la fois la difficulté financière et l'accompagnement pour régler cette difficulté financière, qu'on peut intégrer d'ailleurs, c'est pas forcément des fois que financier. On s'aperçoit que c'est multifactoriel. Hein. À ce moment-là, le conseiller en prévention peut éventuellement vous aider financièrement par rapport à ça. Ou après, il faut voir aussi avec vos travailleurs sociaux. Il y a plusieurs... contacter la MSA et puis essayer d'aller dans toutes les directions. Si c'est pas la prévention des risques, ça peut être les travailleurs sociaux. Parce que je suppose que c'est un coût, l'intervention du coaching. Donc là, moi, je serais plus sur l'aide financière. Vous avez des salariés ? Ah, c'est pas pour vous, d'accord. Enfin bref, si c'est pour un dirigeant agricole, ça serait s'il y a des salariés ou pas, on pourrait avoir une aide, mais qui peut aller jusqu'à 3 000 € maximum. À savoir que ça peut pas dépasser 50% du montant hors taxe, etc., etc. Donc voilà. Donc ouais, ça peut. Allez-y, demandez. Il vaut mieux avoir un refus que pas. Surtout sur ces deux sujets-là. Merci. Effectivement, allez-y, demandez. Essayez de poser des questions maintenant. Je crois qu'il y en a une juste au fond. Oui, bonjour. Je pense que c'est plus pour la Chambre d'agriculture. Donc quand on s'installe, on a des DJA. Et j'aurais voulu savoir en fait la différence que vous faites entre une entreprise, un centre équestre classique et le centre équestre qui propose du tourisme et de la balade. Parce qu'a priori, ces établissements n'ont pas le droit au droit pour s'installer, et j'aurais voulu connaître la différence. Merci. Pour répondre assez directement, ils ont le droit de s'installer. Hein. Oui, non, mais tout à l'heure, vous avez parlé... oui, non, alors... Je reviens en fait sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est... la DGA, la dotation de jeunes agriculteurs, est orientée vers une activité propre à l'agriculture. C'est ça qu'il faut entendre. Donc voilà, une activité économique qui sera peut-être plus basée sur le tourisme ou autre ne verra pas une DGA accordée. C'est ça. Donc là, pardon. C'est sur les centres équestres, élevage, pension. Dans le secteur du Loir-et-Cher-Loiret, c'est principalement les demandes c'est pratiquement les seules demandes. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds. Non, en fait, la différence. Alors, c'est quoi la différence entre un centre équestre qui fait des cours d'équitation et un centre équestre qui fait des balades?
Alors là, le GHN peut-être va sûrement mieux répondre que moi. Avec un ou deux dossiers traités par an, je peux pas. Non, là, techniquement sur le cheval, je peux pas vous aider. Par contre, si je peux me permettre pour la question d'avant sur le coaching, au niveau chambre d'agriculture, il y a il y a beaucoup de formations, quoi. Il y a tout un lexique, voilà, je cherchais le mot, qui sont pour les formations, alors dans tous les domaines. Et je sais qu'il y a maintenant des nouvelles formations parce qu'on a embauché un technicien en ressources humaines, quoi, pour le coaching dans nos entreprises et tout ça. Donc, c'est ouvert à tout secteur d'activité, quoi. Voilà, mais par contre, techniquement, la différence que vous me posez, là je ne connais pas. Pour compléter le propos de Gilles, ce qui est sur le parcours, en tout cas aidé des installations au niveau agricole, les activités équestres de préparation, d'entraînement des chevaux, donc la préparation des chevaux aussi, un centre équestre qui fait de la balade, et du coup c'est une activité agricole comme un centre équestre qui fait de l'enseignement. Du coup on est sur des financements et des dispositifs qui sont différents au niveau de chaque région. Au lieu que ça soit une enveloppe européenne, là c'est une enveloppe du coup régionale, et après c'est effectivement dans l'analyse que les décideurs en région ont du dossier de bien appréhender le caractère agricole de l'activité réalisée par l'établissement, parce qu'effectivement sur les activités équestres sont agricoles des activités qui ne sont pas à l'origine agricoles comme l'élevage, etc. Donc c'est là aussi le rôle du GHN sur les actions structurantes aussi, c'est de pouvoir travailler et se rapprocher des chambres d'agriculture pour bien leur expliquer un établissement équestre, les activités qui peuvent être faites et celles qui relèvent de la réglementation agricole et qui seraient éligibles au DJA. Question ici, sur la droite. Toujours pour la Chambre d'agriculture, donc Sébastien Rouchy, région Auvergne-Rhône-Alpes. La question qu'on se pose, c'est que je me pose, et d'autres professionnels qui ont posé cette question à des personnes de chez vous, mais sur la région, sur les journées références, portées aussi par l'IFCE, je crois, a été de se poser la question concernant les installations et les études, on va dire, financières liées aux installations justement des jeunes qui s'installent dans le milieu du cheval. Concernant l'aspect financier, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on a une baisse du nombre de licenciés sur notre fédération depuis quelques temps, mais qui n'est pas énorme, mais qui est quand même existante, et un nombre croissant d'installations. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre, on pourrait imaginer l'intégration d'un business plan, comme ça se fait dans d'autres corporations, sur les installations, puisque là, du coup, on se retrouve avec un camembert qui diminue, vu le nombre de souris qui est autour. Tout doit être possible, quoi. Alors au sein de la Chambre d'agriculture, je pense que si on a une demande pour un business plan, je pense que la Chambre d'agriculture aussi c'est un ensemble de partenariats, et là encore une fois on s'orientera vers les professionnels du cheval, que ce soit vous madame ou le GHN, quoi. On n'a pas de spécificité, si vous voulez, équin pour répondre à cette question-là en direct, quoi. Non, c'est plutôt que ça devienne obligatoire. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, on aura la possibilité que ça devienne une obligation, qu'il y ait une demande d'un vrai business plan, plutôt qu'une étude financière propre à l'entreprise? Parce qu'à l'heure actuelle, sur une installation JA, on fait une étude prévisionnelle d'installation qui est liée à sa structure, sans prendre en compte la géographie commerciale et concurrentielle du secteur. Oui. Et ça, c'est un vrai problème, à mon avis. Alors si c'est cela un vrai problème, il faut se rapprocher vers nos services pour faire cette demande, quoi. Pour l'instant ça n'existe pas et je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être mis en œuvre, mais bon après c'est tout un cheminement pour essayer de mettre ça en œuvre. La porte n'est pas fermée en tous les cas. Mais dans nos élus, malheureusement, nous n'avons personne du monde du cheval pour relever cette question, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut passer par
là, on a plus des élus au niveau du GHN, faire remonter cette demande, quoi. Mais pourquoi pas, quoi. Sur l'installation équestre du coup au niveau en France, on n'est pas réglementé, il n'y a pas d'obligation de diplôme pour ouvrir un établissement équestre. La notion, souvent en agriculture, on parle, il faut un diplôme agricole pour s'installer, etc. Il faut nuancer le propos. C'est pour accéder à des aides agricoles ou être prioritaire sur des attributions SAFER. Le fait d'avoir un diplôme agricole, ça peut favoriser. En France, sur l'installation des centres équestres, on n'a pas d'obligation de diplôme. Les installations ne sont pas réglementées, il n'y a pas de quota ou etc. par département. Là où il y a une obligation, c'est par rapport au code du sport et sur la nature des activités qui vont être pratiquées par l'établissement. Et donc après, il faut avoir le personnel diplômé en face pour réaliser ces activités-là. Après, ce qui est certain, c'est qu'un projet d'installation et de création ou de reprise d'un établissement équestre, ça, c'est une entreprise. Un centre équestre, c'est une entreprise et c'est le préalable de faire quand même un business plan quand on étudie des projets de reprise ou de création d'établissements, de pouvoir analyser la viabilité économique du projet par rapport aussi à la concurrence autour, par rapport au projet d'activité qu'on souhaite et éventuellement d'aller ou non chercher des aides publiques. Mais en tout cas, vous pouvez vous installer sans passer aussi par le parcours jeune agriculteur. Alors le centre de formalité des entreprises, ça reste la chambre d'agriculture quand même, mais au lieu de rentrer dans le parcours aidé pour obtenir une DGA, vous pouvez vous installer sans. Mais voilà, le raisonnement en tout cas autour du projet implique dans tous les cas de faire un business plan et si vous avez besoin d'aller solliciter des établissements bancaires, ça sera un préalable d'avoir une étude financière sur le projet. Merci. Il y a une nouvelle question ici et je vais juste m'autoriser. Monsieur le Président ? Est-ce qu'on peut savoir ce que ça représente comme quantité d'établissements qui ont été aidés jeunes agriculteurs financièrement? Pour l'année 2018-2019, c'est 2 exploitations dans le Loir-et-Cher. C'est très relatif. Exactement, c'est très relatif. Mais ça n'empêche pas que... Oui, c'est bien des exploitations aidées. Hein, donc il y a bien eu d'autres installations, sûrement, mais qui ne sont pas passées par la case demande d'aide niveau jeune agriculteur. Merci. Juste, je m'autorisais avant la prochaine question d'une jeune dirigeante d'insister sur sa provenance. Vous venez d'un peu partout pour ce congrès fédéral. Elle vient de La Réunion, donc c'est un grand voyage. Et je crois qu'on applaudit ça parce qu'elle a fait l'effort de venir jusqu'ici pour se nourrir des échanges, des questions et des réponses à récupérer. Je vous laisse, Alice. Je vous remercie. Bonjour à tous. En fait, plus qu'une question, c'était davantage une remarque. Comme vous l'avez mentionné, on se trouve un petit peu loin du GHN, de l'IFCE, etc. On peut bénéficier d'un accompagnement, on nous a toujours répondu positivement, simplement, de par la distance, on n'a pas de représentant au niveau local. Je préside une association qui a la particularité d'être le plus ancien centre équestre de Lille, qui a 65 ans d'existence, et qui a connu des difficultés ces dernières années. À l'époque, on n'a pas, du fait de l'éloignement géographique, on a dû trouver d'autres solutions. Et ça s'adresse plutôt aux jeunes dirigeants, la remarque que je voudrais formuler. On a bénéficié d'un soutien du Conseil régional et de France Active, qui nous a accompagnés justement dans un coaching en matière de management, de gestion, qui nous a aidés à établir un business plan, etc., etc., ce qui nous a été vraiment largement bénéficiable. Donc voilà, je ne sais pas si ça existe, si les conseils régionaux en métropole subventionnent ce genre d'initiative. En tout cas, nous, on n'a pas déboursé un centime et sincèrement, ça nous a réellement aidé à redresser la barre. Bonjour, alors moi je m'installe au 1er décembre, donc je suis issue du parcours JA. Moi j'ai une question et c'est plutôt pour la chambre agricole parce qu'on a relevé ce problème-là avec ma conseillère. Aujourd'hui, s'installer en centre équestre, c'est compliqué, il y a beaucoup de normes. Et il n'y a aucun partenariat avec la Chambre agricole sur Jeunesse et Sport, la Fédé, le GHN, sur toutes les consignes sécuritaires d'installation. Aujourd'hui, je récupère une structure, il y a énormément de mise aux normes, mais ce qu'on aurait aimé, c'est peut-être le jour de l'installation avec la conseillère, faire une visite, regarder tous les plans de mise aux normes à faire, parce qu'aujourd'hui, finalement, je me retrouve à débourser des sommes d'argent assez importantes qui n'ont pas été prévues parce que trouver le registre de sécurité est compliqué.
Donc aujourd'hui, quelle solution on peut avoir quand on visite une structure? Est-ce qu'on peut être accompagné par le GHN, la FEDE ou des choses comme ça sur le bon choix de structure? Alors au niveau du GHN, on peut vous accompagner sur la réglementation ERP, par exemple, applicable aux établissements, tout ce qui va pouvoir s'appliquer comme en réglementation pour vérifier du coup la conformité du centre équestre par rapport au projet de développement. Alors après, je ne vais pas parler au nom de la FFE, mais en tout cas au niveau de la fédération, il y a aussi la labellisation des centres équestres, des audits qui sont réalisés, et ça permet aussi d'avoir un recul sur l'établissement et sur le degré de mise aux normes réelles à faire par la suite. Après, tout dépend aussi, l'origine de votre conseillère, c'était une conseillère chambre d'agriculture? D'accord, donc normalement, on a porte ouverte à ce que vous venez de dire, hein, la DSV, la DDT, la MSA, donc elle doit vous orienter vers ces organismes-là, puis faire sûrement des visites de jeunes installés, comment ils se sont pris et quels sont il y a bien des normes, hein, comme toute production d'ailleurs, hein, il y a des normes partout maintenant, donc les centres équestres n'y échappent pas. Je pense qu'il doit y avoir des réponses, peut-être pas au sein même de la chambre d'agriculture, mais des partenaires qui sont autour. Merci. On a une dernière question. Et c'est très dense comme matinée avec beaucoup d'échanges. Et surtout, chaque moment de pause, qu'il y en aura forcément, n'hésitez pas à revenir vers les intervenants en off si vous n'avez pas osé poser une question devant tout le monde. Dernière question, s'il vous plaît. Enfin, moi, c'était pour en revenir un peu comme on disait derrière. C'est que moi, quand j'ai voulu reprendre la structure, du coup, j'ai eu aucune aide du GHN puisque je n'étais pas adhérent. Et c'était qu'un projet d'installation. Donc là, oui. Et pareil au niveau de la FEDE, puisque je n'avais pas le numéro d'adhérent. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et effectivement, j'ai eu le même problème sur toutes les normes et réglementations. Où ça va, j'ai repris une structure de quelqu'un que je connaissais, qui connaît assez bien cette réglementation-là, mais quelqu'un qui va arriver dans une structure qu'il ne connaît pas, et qui a les moyens de racheter éventuellement, se retrouve un peu coupé. À moins d'avancer de l'argent sur qu'un potentiel projet. Je trouve que c'est pas assez suivi pour... Il n'y a pas assez d'aide. Alors effectivement, il y a peut-être beaucoup de demandes, mais pour des jeunes où le dossier est presque clôturé, qui voudraient être juste un peu rassurés. Je l'entends. Le GHN, c'est une association loi 1901 qui, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui ne bénéficie pas de subventions. Donc le fonctionnement, l'ensemble des collaborateurs au service des dirigeants est uniquement financé grâce aux adhésions des dirigeants et des porteurs de projets. Malheureusement, on n'est pas service public et donc on peut pas répondre et accompagner toutes les personnes. On s'attache au GHN et les élus du GHN s'attachent à ce que l'adhésion au GHN soit sur un prix quand même largement accessible pour les porteurs de projets également. Et derrière, l'accompagnement est vraiment réel et complet. Et entre guillemets, l'accès au GHN est illimité pour les porteurs de projets une fois qu'ils y sont membres. Donc j'ai dit que c'était fini, mais juste, c'est un témoignage et non pas une question. Donc validé, un petit témoignage positif m'a-t-on dit. Je vous écoute. Non mais moi je suis du même département que lui. Bon a priori moi quand je me suis installé, il y a quand même quelques années de ça, 2 ans avant mon installation, j'avais pris ma première adhésion au GHN. Parce qu'a priori c'est sûr qu'à posteriori, enfin compliqué d'aider a posteriori quand on arrive avec le dossier sur le bras que c'est à moitié ficelé, mais qu'à moitié ficelé justement. Et là, pour le coup, il y a quand même une grosse disparité dans l'accompagnement que peuvent faire les chambres d'agriculture en fonction des territoires. C'est vrai que dans la chambre, quand on est dans une chambre d'agriculture où il n'y a pas un référent cheval qui tient un peu la route, eh ben c'est vrai qu'il y a des vrais manquements dans l'accompagnement qui peut être fait. Et c'est là où, effectivement, il serait très important qu'il y ait un accompagnement qui puisse être fait en amont par des structures compétentes, mais les chambres d'agriculture elles-mêmes ne savent pas toujours où aller chercher la compétence dans certains domaines. Voilà. Merci pour ce témoignage, merci pour cette première table ronde. Des ressources institutionnelles à disposition du jeune dirigeant.